merci, et merci pour l'invitation. Je vais commencer par 2 coups de pub. Il ne faut pas le faire. Quand le responsable du magistère de maths a su que je venais faire des exposés devant des profs de prépa, il m'a dit ça serait bien que tu leur parles du magistère de Grenoble qui permet à certains élèves de prépa qui n'arrivent pas à intégrer les ENS de venir continuer et la plupart font une thèse chez nous. Donc j'ai quelques brochures si ça vous intéresse et on peut discuter sans problème. Le deuxième coup de pub, c'est en fait il y a un livre qui va paraître, j'espère que pas trop longtemps, d'Emmanuel et moi et qui reprend en grande partie ce qu'on vient raconter et qui est basé sur un cours de Master 2 à Grenoble. J'ai fini pour la pub. Alors, je vais parler d'un problème qui s'appelle le problème de Kakeya. Alors, personnellement, je n'ai jamais travaillé sur le problème de Kakeya, mais je vous expliquerai pourquoi ça m'intéresse. Et puis, c'est un problème amusant. Je fais pas mal d'exposés dans les collèges et lycées, et puis c'est un problème dont on peut parler en collège et lycée. Et puis, vous allez voir, c'est un problème qui est toujours d'actualité et qui a quand même énervé un certain nombre de mathématiciens non des moindres, Pfefferman, Bourgain, Tao. Pour n'en citer que 3 parmi une grande collection. Donc il faut faire attention, le problème de Kakeya, je vais vous l'énoncer, là, vous connaissez peut-être tous, et je vais vous le résoudre tout de suite. Donc les exposés sont terminés. Antoine, tu peux y aller. En fait, il y a plusieurs problèmes de Kakeya. Donc je vais parler ensuite des problèmes de Kakeya actuels et je vais donner des conjectures de Kakeya. Donc aujourd'hui, je vais résoudre le problème de Kakeya de 2 façons différentes. Et comme moi j'aime bien la théorie géométrique de la mesure, je vais proposer une deuxième solution qui utilise la théorie géométrique de la mesure et qui sera un peu une introduction à ce que va faire Antoine. Et demain, je parlerai de conjectures de Kakeya qui existent. Donc dans le cas des corps finis. Alors le cas des corps finis, c'est intéressant parce que c'est moins dur, a priori. Tao n'a pas réussi à le résoudre. Mais il y a un jeune, non, c'est résolu en fait. Il y a un jeune qui l'a résolu et la démonstration est vraiment très élémentaire. Mais simplement, il n'a pas vu Tao. Je parlerai du cas des corps finis parce que si vous voulez faire des TIPE par exemple, c'est complètement adapté, c'est complètement élémentaire. Et d'un autre côté, c'est pas trivial parce que c'est relié aux travaux de Bourgain dans le cas continu. Simplement, le cas continu, il faut un peu plus de muscles. Et je parlerai donc de la conjecture de Kakeya et de la conjecture de Kakeya liée à l'opérateur de Kakeya. Donc je vous montre maintenant qui est M. Kakeya, parce que M. Kakeya, je pense qu'il ne serait pas douté que 100 ans plus tard, on parle toujours de lui. Donc Kakeya, voilà ses dates. Donc il y a beaucoup de choses qui s'appellent Kakeya, mais ils ne sont pas dus à Kakeya. Donc le problème de Kakeya s'énonce parfois comme ça. Vous avez une aiguille, c'est un segment qui fait 1 cm, et vous voulez la retourner, et vous voulez balayer l'air la plus petite possible. Donc vous voyez, il y a des exemples très simples, c'est pour ça qu'on peut faire ça en collège et lycée. On fait une rotation autour du centre, on fait une rotation par rapport à une des extrémités. Donc vous pouvez calculer. Ça, c'est pas... On vous doute bien que ce n'est pas complètement optimal. Vous pouvez prendre un triangle de hauteur 1. Ça, c'est optimal si vous supposez que vous restreignez au convexe. Donc voilà ce problème. Alors, en faisant les slides, je me suis rendu compte qu'en fait, on fêtait les 100 ans du problème de Kakeya. À peu près à la même époque, Bezikovitch, lui, il était en Russie, en Oural, il était à l'université de Perm. Donc vous voyez, c'est 1918-1919. Perm a été pris par l'armée rouge, puis après l'armée blanche, puis l'armée rouge, puis l'armée blanche. Mais alors lui, il voulait faire de la logique, mais comme il était complètement isolé, il s'est posé des problèmes d'analyse réelle. Parce que c'était plus simple, il n'avait pas accès à la littérature. Et il s'est posé un autre problème, sans savoir qu'il n'était pas au courant que Kakeya au Japon avait parlé de son problème. Donc lui, son problème, c'est le suivant. Vous partez d'une fonction qui est de R2 dans R, et vous supposez qu'elle est Riemann intégrable de 2 variables. Et la question, c'est est-ce qu'il existe un système d'axes
tel que vous pouvez intégrer la fonction par rapport à x. Donc vous avez cette fonction est Riemann intégrable à y fixé, puis à y fixé, enfin après vous prenez la fonction qui a y associe son intégrale en xy. Ça va? Donc il se posait cette question-là. Pourquoi pas? Et le truc, c'est que la solution des deux problèmes est liée à le fait suivant, c'est qu'il existe des ensembles de cas qu'il y a dans le plan. Alors, j'ai décidé d'utiliser une certaine terminologie qui n'est pas la terminologie classique. Donc, ce que j'appelle un ensemble de Bézikovitch, c'est un ensemble qui possède un segment unité dans chaque direction. D'accord? Ça veut dire que si vous donnez un coefficient directeur m, il existe un segment qui a un coefficient directeur m. Et pour tous les m possibles. Alors, évidemment, là, pour l'instant, je suis dans le plan. Aujourd'hui, ça ne sera que le plan. Parce que je ne sais pas faire dans R3. C'est une bonne raison, je pense. Et un ensemble de Bézikovitch, donc qui possède un segment dans chaque direction, je dirais que c'est un ensemble de Kakeya, si en plus il est de mesure de Lebesgue nulle. D'accord? Donc j'essaierai de redire à chaque fois, faites attention, dans certains livres, c'est l'inverse. Enfin, je n'ai pas trop bien compris la terminologie, donc moi je fixe ça, on n'en parle plus. Et ce qu'a vu Bézikovitch, c'est qu'il existe des ensembles du plan qui possèdent un segment dans chaque direction et qui sont pourtant de mesure de Lebesgue nulle. Ça va? Donc l'histoire, c'est que Bézikovitch a réussi à partir de Russie, il s'est installé en Grande-Bretagne, à Londres, non, il n'était pas à Londres, je ne sais plus. Et là, on lui parle du problème de Kakeya, qui est devenu un peu célèbre, il apparaissait dans certains livres, et il a dit, les gars, c'est bon, je sais faire. Il fallait juste qu'il modifie sa construction. Donc son papier qui était paru en russe, c'est un papier en français, je crois, qui était paru dans une revue scientifique de Perm, a été republié dans Matanalon, sous une forme un peu différente pour tenir compte de ce problème de Kakeya qu'il a résolu. Alors, vous avez peut-être déjà vu ce genre de dessin. Je vais donner la solution du problème de Kakeya. Alors, je ne vais pas faire tous les calculs, je vous explique comment ça marche. Donc, on va essayer de construire un ensemble dans le plan de mesures aussi petites qu'on veut. Ah oui, ce que je vais dire, c'est quoi la solution du problème de Kakeya? C'est je peux retourner mon aiguille avec une aire aussi petite que ce que je veux. Donc je me donne epsilon, je peux retourner mon aiguille dans une surface qui fait comme R plus petite qu'epsilon. Donc je vais construire un tel ensemble. Et puis bon, si vous voulez construire un ensemble de Kakeya, il suffit d'aller à l'infini, donc c'est essentiellement de prendre des intersections. Ok, donc ça c'est l'idée. Je ferai une autre construction d'un ensemble de Kakeya où on va remplacer les segments par des droites. Ça marche de la même façon. Donc l'idée, la construction de base, c'est vous partez d'un triangle de hauteur 1. Alors là, je l'ai fait, il n'est pas forcément aussi joli que ça, parce que regardez, après on l'applique ici. Et donc, vous le coupez en deux, et puis vous faites une translation. Alors, il y a un choix. Hein. Je fais la translation. La translation, il va falloir la choisir à la fin pour que tout marche. Et puis, vous voyez, quand j'ai fait cette translation, j'ai fait apparaître... J'ai deux espèces de cornes, et puis j'ai un triangle à l'intérieur. Donc, c'est ce triangle-là qui va jouer un rôle important. D'accord? Vous avez un grand triangle, et vous avez deux oreilles. Les oreilles, on ne va pas en tenir compte. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper, donc on part d'un triangle équilatéral, on coupe en petits morceaux ici, mais en nombre pair de morceaux, puis on prend les triangles par paire, puis on applique ce qui est avant, on les fait se chevaucher. Donc quand vous les faites se chevaucher, vous perdez de la surface. Puis vous allez recommencer. Alors quand je vais recommencer, je prends ces deux-là et je les mets ensemble.
Mais alors, vous voyez, c'est compliqué si je devais calculer exactement quel est l'air. C'est un peu pénible. Donc on tient compte que des triangles à l'intérieur. C'est-à-dire c'est le même calcul qui est au-dessus. Et puis, je continue et j'obtiens une figure comme ça s'appelle un arbre de Perron. Alors évidemment, le jeu, ça consiste à couper de plus en plus petit, puis de choisir tous les paramètres. Ça va? C'est pas compliqué, c'est un peu pénible. Pour la petite histoire, quand j'enseignais l'analyse complexe à l'ENS Lyon, j'avais comme collègue Cédric Villani, qui faisait la théorie de la mesure, et j'avais parlé de ce problème, et du coup, je me suis fait détester par la promotion parce qu'il a fait un problème de théorie de la mesure qui consistait à résoudre le problème de Kakeya, et ils s'en souviennent encore, je pense. Ça va, la construction? C'est un peu pénible, mais ça se fait. Alors maintenant, comment on fait pour retourner l'aiguille dans ce truc? Ben, on va partir de cette direction-là. Donc je vais pouvoir la faire tourner un tout petit peu pour aller vers celui-là. On va faire des rotations au fur et à mesure. Et puis, deux triangles qui sont adjacents, ils ont un côté parallèle. Parce que c'était les côtés qui étaient avant les uns sur les autres. Donc maintenant, il faut que je translate mon aiguille. Mais translater une aiguille, ça ne coûte rien. Comment je fais pour translater une aiguille? Je la fais tourner d'un petit angle. Je fais une translation, mais une translation, ça coûte 0. Puis, je refais tourner. Donc, en choisissant un angle suffisamment petit, je peux faire ça. Alors, évidemment, ici, j'ai tous les angles entre 0 et pi sur 3, disons. Donc, je ne vais pouvoir retourner mon aiguille que d'un angle pi sur 3. Mais il suffit de coller 3 copies, et puis c'est gagné. Donc ça veut dire quand même que si vous voulez faire cette construction, si vous voulez résoudre le problème de Kakeya, il ne faut pas partir d'un ensemble de Kakeya un peu quelconque, parce qu'il faut quand même voir que vous pouvez faire toutes ces transformations. Ça va, ou vous voulez que je... Bon, ce genre de construction, vous allez trouver dans énormément de livres, plus ou moins. Bon, c'est vraiment de la géométrie élémentaire. Alors, je vais arrêter ça. Je peux éteindre le truc sans arrêter ton ordi? Et puis maintenant, j'allume. Est-ce que tu veux dire quand tu déplaces, que si tu fais le déplacement, un déplacement naturel d'une des extrémités sur l'autre, tu peux en fait faire le même déplacement, mais dans le dessin qui est ramassé. C'est ça? Si tu veux, mais ça va... De toute façon, oui, tu peux le voir comme ça, parce que tu peux le faire bouger dans ton premier triangle, puis après tu le translates dans le deuxième, puis tu continues, et puis à la fin, il faut faire autant de translations. En fait, le mieux pour l'écrire, c'est de les écrire pour dire qu'il y a deux triangles, ils sont les uns à côté des autres avec des côtés parallèles, et puis... bon, il faut vraiment que les côtés soient parallèles, c'est plus facile pour faire la translation, ça ne coûte rien. Alors je fais un dessin maintenant pour le problème de Bezikovitch. Donc vous vous rappelez, on prend une fonction, est-ce que si je prends une fonction de R2 dans R, qui est Riemann intégrable, est-ce que je vais pouvoir faire un espèce de Fubini? C'est-à-dire j'intègre d'abord comme ça et après. Donc on prend un système d'axes quelconque. Je prends un système d'axes et je dois démontrer que même pour n'importe quel système d'axes comme ça ne marche pas. Donc je me donne un ensemble de Kakeya. Alors s'il y a des couleurs. Donc mon ensemble de Kakeya, il possède un segment dans toute direction. Donc en particulier, il en possède un qui est comme ça. Puis il en possède un qui est comme ça, qui est parallèle à l'autre axe. Okay, c'est la définition d'être un ensemble de Kakeya. Pour l'instant, je n'ai pas utilisé le fait qu'il était de mesure nulle. Ça va arriver à la fin. Donc maintenant, quitte à bouger mon ensemble de Kakeya, c'est ce truc-là. Donc ça, c'est x égale a. Ça, c'est y égale b. Et je vais supposer que quitte à translater, a, il est rationnel, et B, il est rationnel.
Ok, j'ai le droit, hein, quitte à faire une translation. Ok. Donc maintenant, je vais sortir du chapeau ma fonction f. Alors vous vous doutez que ma fonction f, ça va être la fonction indicatrice de l'ensemble de Kakeya. Simplement, je vais la modifier un tout petit peu. Donc ce que j'appelle E0, c'est l'ensemble des x, y qui sont dans l'ensemble de Kakeya, et il faut qu'une des deux coordonnées soit rationnelle. Une des deux, ça peut être les deux. Hein. Et puis maintenant, je prends f, c'est la fonction indicatrice. Alors j'ai oublié de dire, mon ensemble de Kakeya, il est compact, de la façon dont je le construis. Donc maintenant, ça c'est Riemann intégrable, parce que l'ensemble des points de discontinuité est de mesure nulle, parce qu'il est contenu dans E. Et il y a le critère de Lebesgue pour les fonctions Riemann intégrales qui me dit, bah, cette fonction, elle est Riemann intégrable. Donc c'est là que j'utilise le fait que E est une mesure de Lebesgue nulle. Et puis maintenant, vous voyez bien que si j'intègre ici les points, enfin il y a des points de Q et des points de R, donc hein, ça ne sera jamais intégrable le long de ces deux directions, par construction. Je regarde dans cette direction. E0 et son complémentaire sont denses sur la droite rouge. Donc ma fonction, elle fait des 1 et des 0, elle n'arrête pas de sauter, elle n'est pas Riemann intégrable. D'accord? C'est pour ça qu'on a... Et on a fixé... Évidemment, il faut fixer que celle-là est dans Q, parce que sinon, bon, c'est pas... Là, on est sûr, on est dans Q, donc il y a... Les deux sont denses sur les droites rouges et vertes. Ce que je dis est vrai? J'ai un doute là. Il faut qu'il soit irrationnel. Il faut qu'il soit irrationnel. C'est ce que j'étais en train de me dire que ça ne risque pas d'être dense puisque c'est contenu dans l'ensemble. Donc c'est irrationnel, pardon. Donc voilà, nos deux problèmes sont résolus. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est donner une autre construction d'un ensemble. Donc, j'ai dit, c'est Bežiković qui a construit ça vers 1919, disons. Puis après, c'est 1927 qu'il a son deuxième article. Et alors, autant Kakeya, bon, c'est pas un mathématicien qui a laissé des traces de par son travail, mais bon, il y a des trucs qui s'appellent Kakeya. Autant Bežiković, il a laissé pas mal de traces en mathématiques. Il y a par exemple le théorème de recouvrement de Bežiković. Et puis surtout, à partir des années 20, il a développé la théorie géométrique de la mesure dans le plan complexe. Donc c'est ça que je vais un peu raconter. Mesure et dimension de Hausdorff, théorie de la rectifiabilité. Et dans les années 60, il s'est rendu compte que ce travail sur la théorie géométrique de la mesure lui permettait de construire par dualité des ensembles de Kakeya. Donc c'est ça que je vais vous raconter un petit peu dans la suite. Alors, je vais avoir besoin d'un certain nombre de notions. Donc, je vais parler maintenant de mesure et dimension de Hausdorff. Donc, je vais définir la mesure de Hausdorff. Pour moi, la mesure de Hausdorff, c'est une mesure extérieure. C'est-à-dire au sens qu'a défini. C'est pas pour vous embêter, c'est qu'on n'a pas envie de s'embêter avec des tribus, et puis après on fait attention à la mesurabilité. Mais c'est plus naturel pour nous en théorie géométrique de la mesure. Donc je vais définir la mesure de Hausdorff. Alors je vais me limiter, parce que j'aurais besoin que de ça, puis je vais dire deux mots. Donc je prends E dans le plan, je vais me limiter dans le plan. Et puis je vais prendre un exposant S. Alors, je vais expliquer S, il va entre 0 et 2.
le 2 qui est ici est le même que le 2 qui est ici. Et puis on va se donner un delta positif. Et donc le jeu, c'est que j'ai mon E dans R2. Voilà mon E. C'est n'importe quoi, hein, c'est un ensemble. C'est une mesure extérieure, donc je la définis sur n'importe quoi. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va recouvrir E. Alors, vous pouvez prendre des boules si vous voulez, c'est peut-être plus simple, de toute façon, ça revient au même. Vous allez recouvrir E par des ensembles de diamètre plus petit que delta. C'est un peu comme construire la mesure de Lebesgue. Hein. Alors, les boules, elles sont de... ou les ensembles que vous prenez, ils sont de diamètre plus petit que delta. Donc, je prends E, il est inclus... ça s'appelle bien. Il est inclus dans une union. Les unions sont dénombrables. Et je suppose que le diamètre de chacun des UI est plus petit que delta. Puis maintenant, je fais la somme sur I des diamètres de EI et que je mets à la puissance S, le S étant le S que je me suis donné. Et puis je ne vais pas avoir assez de place. Puis maintenant, je veux, évidemment, je pourrais prendre des recouvrements qui n'ont rien à voir avec la géométrie de mon ensemble, donc je vais prendre le plus petit possible. Et j'appelle ça H delta S2. Je fais la somme des diamètres des EI. EI, c'est mes recouvrements. Je demande que le diamètre soit petit. Je veux le forcer à retrouver la géométrie de mon ensemble. Et puis je prends le plus petit possible parce qu'évidemment, si je fais n'importe quoi, je pourrais prendre plein de boules qui vont recouvrir le même truc. Et le S, il est au-dessus. D'accord ? Paraît à peu près raisonnable. Et puis maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la limite quand delta tend vers 0. Et ça, c'est ma mesure de Hausdorff. C'est bon, je donnais des exemples. Alors, faites attention, S, c'est pas un entier. En général. Enfin, oui, il y a 0, 1 et 2. Alors, je vais vous expliquer dans 0, 1 et 2 ce que ça donne. Parce que c'est relié à la mesure de Lebesgue. Ou des choses comme ça. Mais S peut être n'importe quoi. Je vous donnerai peut-être des exemples d'ensemble où le n'importe quoi, c'est log de 4 sur log de 3, log de 2 sur log de 3, ou des choses comme ça, log de 8 sur log de 3. Ok, alors, regardons des exemples. Qu'est-ce qui se passe si je fais... Ah, j'oublie toujours ça, et c'est bête. On normalise, sinon, j'aime pas normaliser, mais je vais normaliser parce que je vais utiliser ce qu'a dit Emmanuel ce matin, et là, il faut que je divise par 2. Et là, je mets alpha S. Le alpha S, je vais expliquer ce que c'est, mais c'est le même alpha de ce matin qui s'appelait alpha N. Donc je vais expliquer pourquoi, je reviendrai. Mais alpha S, il faut faire attention, c'est juste une normalisation pour avoir l'égalité entre la mesure de Lebesgue et la mesure de Hausdorff. Mais si vous regardez pas mal de bouquins de théorie géométrique de la mesure, ça, on peut... Vous voyez, cette construction, je peux le faire dans un espace métrique séparable. Et puis ça, bon, cette normalisation, on ne voit pas trop à quoi ça servirait. Donc ça, elle veut juste me servir à avoir une égalité. Donc, faut pas... Donc si S égale 0, ma mesure H0, c'est tout simplement, je recouvre, puis à chaque fois que j'ai un élément dans mon recouvrement, il compte pour 1, donc c'est tout simplement la mesure de comptage. Alors qu'est-ce qui se passe si S vaut 1 ? Alors si S vaut 1,
ça va moralement charger des ensembles de dimension 1. Alors les ensembles de dimension 1 qu'on aime bien, c'est les courbes. Alors je prends une courbe de Jordan, et je rappelle comment on fait pour calculer la longueur d'une courbe, parce que ça marche aussi dans les espaces métriques. Vous prenez des points sur votre courbe, puis vous prenez les segments, la ligne polygonale qui les joint. On va peut-être faire ça en rouge. Donc, je vais faire un truc qui n'est pas une démonstration, mais qui vous montre qu'on peut croire à ce que je viens de dire. D'accord ? Donc, la longueur, je commence par faire des lignes polygonales. La longueur de la ligne polygonale, c'est la somme des longueurs des segments. Vous voyez que ça marche, par exemple, dans un espace métrique. Hein. Je prends des points, puis je fais la somme des distances entre les points qui se succèdent. Puis maintenant, il suffit que je prenne donc j'ai toutes ces quantités sur les lignes polygonales, il suffit que je prenne le sup. Il n'y a pas de delta là-dedans. Et ça me donne la longueur. Alors pourquoi il y a un lien ? Donc c'est là où je triche, parce que maintenant il faudra faire une vraie démonstration. C'est que je fais ça, etc. Et ça, c'est mes EI. Et donc j'ai fait un recouvrement par des trucs, et la somme des diamètres des EI, c'est la somme de ma ligne polygonale. Donc j'ai triché, mais ça vous dit que ça devrait marcher à peu près. C'est pas difficile à démontrer. Hein. Donc pour une courbe de Jordan, H1 égale 2. Et donc, si S égale 2, Hn égale H2, pardon, je suis N égale 2, mais ça marche dans Rn. H2 égale 2. Et ça découle de l'inégalité isodiamétrique. Alors, il y a un sens qui est... Alors, le sens où on utilise l'inégalité isodiamétrique, c'est là où ça va le plus vite. Parce que vous partez de... Donc, vous avez votre recouvrement, alors vous faites L2 de A. Alors, c'est plus petit que L2 de la somme des EI. Vos EI, c'est le recouvrement. Puis maintenant, vous utilisez l'inégalité isodiamétrique. Donc ça, c'est plus petit que alpha S, la somme sur I... Pardon, oui, c'est ça. Diamètre. Ah, vous écrivez que ça, c'est la réunion, pardon. Parce que je voulais mettre la somme ici. Bon. De I sur 2. Et puissance S. Et S vaut 2. Et puis vous reconnaissez que c'est la somme qui apparaît ici. Et puis donc, en prenant un delta, je recouvre par des deltas, etc., vous voyez que ça va marcher. Donc, c'est... Le point miraculeux, hein, c'est que vous avez que la L2 de EI est plus petit que ça, c'est l'inégalité isodiamétrique. L'autre sens, c'est pas beaucoup plus difficile, mais c'est un peu plus technique et ça n'utilise pas l'inégalité isodiamétrique, je pense. Ça va ? Voilà. Alors, il faut faire attention, hein, les mesures de Hausdorff, vous en avez une infinité, elles ne sont pas gentilles. Ce n'est pas des mesures de radon, hein, parce qu'elles ne sont pas localement finies. Donc, ça va être des mesures de radon si je me restreins à des espèces d'objets S-dimensionnels. D'accord ? Il faut faire attention avec ces mesures. Hein. Donc, pour définir des ensembles S-dimensionnels, il faut que je définisse ce que c'est que la dimension, sachant qu'elle n'est pas entière. Donc, j'arrive à la notion de dimension de Hausdorff. Donc, pour faire la dimension de Hausdorff, c'est encore un petit dessin. Enfin, faire un petit dessin. Vous avez votre ensemble E dans R2. On va faire le graphe de la fonction qui a S associée à HS2.
Donc S est là. HS2 est là. Et le graphe va être très simple. On a un point qui est l'infini. Donc ça fait l'infini, puis un saut, et ça fait 0. Donc le graphe est tout bête. Bon, c'est un exercice, donc on va jusqu'à 2, parce qu'après 2, bon, c'est pas très intéressant. Okay. Donc vous pouvez le voir, si vous prenez un ensemble fini, bah, il n'y a que H0 qui va être intéressant, sinon après, bah, ça fait 0. Donc vous voyez bien que ça risque de marcher. Une courbe, bah, la longueur, ça va donner 1, et après, bah, ça serait trop gros. Donc intuitivement, on voit bien que ça donne ça. C'est une petite démonstration. C'est un exercice de manipulation des deltas, des epsilon. La difficulté, c'est que mon inf, ce n'est pas un min. C'est ça la subtilité en théorie de la géométrique de la mesure ou en théorie de la mesure. L'inf n'est pas un min, donc on prend un truc qui est à epsilon près, ça marche, et puis en bricolant les epsilon et en étant un peu rusé, c'est facile. D'accord? Ça va? Et donc, la dimension de Hausdorff, c'est le S pour lequel il y a un saut. OK? Donc, je peux donner maintenant la définition formelle. Donc, la dimension de Hausdorff de E, bah, c'est le plus petit des S pour lequel HS vaut 0, par exemple. C'est le plus grand des S pour lequel HS2 vaut plus l'infini. Par exemple. Vous pouvez jouer, c'est aussi plus grand. C'est le sub des S pour lequel HS2 est strictement positif. Et c'est l'inf des S pour lequel HS est fini. Alors, ce qu'il faut se méfier, c'est qu'est-ce qui se passe à la dimension. Il peut se passer 3 cas à la dimension. C'est-à-dire que vous pouvez être là, vous êtes infini. Vous pouvez être là, vous êtes 0. Et puis, vous baladez, et il y a une valeur qui se trimballe ici et qui vous donne la mesure de Hausdorff qui est pour la dimension de Hausdorff de l'ensemble. D'accord? Donc, il y a les 3 cas. Alors, je vais peut-être donner des exemples de dimension de Hausdorff. Alors, ce n'est pas facile de calculer la dimension de Hausdorff. Mais il y a des ensembles pour lesquels c'est simple. Alors, je vais peut-être en donner 2 puis expliquer. Alors, je vais prendre un exemple qu'on aime bien, c'est l'ensemble triadique de Cantor. Est-ce que vous savez c'est quoi? JC, tu n'as pas le droit de répondre. Alors, je vous explique intuitivement comment on fait pour la trouver. Vous allez voir, ce n'est pas difficile de voir à quoi ça doit ressembler. Donc, je rappelle comment on construit, parce que je vais l'utiliser. Donc, j'ai 0, 1. Puis après, vous coupez en 3. Et puis, vous recoupez. D'accord, c'est beau? Donc maintenant, je veux estimer cette dimension de Hausdorff. Alors, je vais faire un calcul dont la réponse sera juste, mais l'argument sera faux. Donc, je me donne un delta. Donc, je dois recouvrir mon ensemble de Cantor par des ensembles de diamètre plus petit que delta. Donc, il suffit que j'aille chercher dans ma construction, mes segments, ils sont en 1 tiers puissance k. Donc, je prends k tel que 1 tiers puissance k est très petit par rapport à delta.
Et puis, c'est là où je triche. Normalement, je n'ai pas le droit de choisir le recouvrement. Mais je me dis, un recouvrement quand même naturel, c'est de prendre les intervalles. Donc, ma somme, et il y a combien d'éléments? Il y a 2 puissance k éléments, dont la diamètre, c'est à peu près 1/3 puissance k. OK? Et c'est là que je vais retricher une deuxième fois. Je vais dire, ouais, ça, je voudrais que ça soit un nombre pas trop méchant. 1. C'est un nombre pas méchant, 1. Et puis, vous essayez de résoudre ça et vous obtenez que k égale log de 2 sur log de 3. OK? Donc, je vous ai convaincu. Hein. Bon, il y a une formule générale. Alors, je ne vais pas avoir le temps de la donner. C'est pour des ensembles autosimilaires. En fait, c'est donné dans les notes. Et vous trouvez dans, il y a cet ensemble, il est donné en fait par 2 similitudes. C'est simplement les similitudes qui envoient ce segment sur celui-là et ce segment sur celui-là. Et puis, l'ensemble de Cantor, c'est la réunion de l'image de lui-même par la similitude qui va ici et l'image de la similitude qui va ici. Et c'est ça qui fait que ça marche. Je rends compte qu'il y a une erreur. Donc je ne vous ai pas convaincu. Il y a une erreur. Non, non, là. Il manque un S, un truc comme ça. Sinon, il n'y avait pas de dimension. Non, mais c'est S qui vaut ça. OK. Alors, vous pouvez prendre, si vous voulez, vous prenez maintenant le tamis de Sierpinski. Donc, c'est les triangles. Donc, vous essayez de vous en sortir. C'est pas dur, c'est le même type d'argument. Il faut faire vous faites avec des similitudes et vous obtenez la bonne formule. Il y a le tapis. Donc le tamis, c'est avec les triangles. Le tapis, c'est moi ce que j'appelle avec les carrés. Vous pouvez prendre la courbe de Foncor. Donc ça fait log de 4 sur log de 3. Et alors il y en a un qui me plaît beaucoup plus et qui va nous servir dans la suite, c'est l'ensemble de Cantor 4 coins. Donc celui-là, il est peut-être beaucoup moins connu. Pourtant, il est très intéressant. Donc j'appelle ça l'ensemble de Cantor 4 coins. Je vais le construire. Donc c'est un ensemble qui va vivre dans le plan. Donc vous partez du carré unité. Et vous le coupez en 16 carrés de longueur de côté 1 quart. OK. Et comme il s'appelle 4 coins, vous avez deviné ce que je vais faire. Je garde les 4 coins. Je garde que les triangles assurés, les autres, je les enlève. Puis, les 4 carrés qui me restent, je les coupe en 4. Et j'enlève, je garde que les 4 coins. Et vous avez obtenu ça. Bon, etc. Vous imaginez ce que ça donne? Alors, quelle est la dimension de cet ensemble? Sans regarder les notes, on n'a pas le droit de tricher. À chaque étape, vous en avez 4 puissance k. Le diamètre, c'est 1 sur 4 puissance k, donc la dimension, c'est 1. Cet ensemble est de dimension 1. Donc cet ensemble a dimension 1. Et ce n'est pas une courbe. Hein.
D'accord? Donc ce n'est pas un Cantor à dimension non entière. Il est dimension 1, lui. Alors il a plein de propriétés, je vais en décrire une maintenant, qui va me permettre... En fait, je vais utiliser le Cantor pour construire un ensemble de Bezikovitch. Mais j'ai besoin d'une propriété. Alors je voudrais juste signaler une propriété assez amusante de cet ensemble. Et c'est pour ça qu'il a été un peu connu. Vous connaissez certainement le théorème d'effaçabilité de Riemann. Si vous avez fait une fonction qui est holomorphe bornée, sauf en un point, vous pouvez la prolonger en une fonction holomorphe partout, et d'après le théorème de Liouville, c'est une fonction entière. Cet ensemble il vérifie la même propriété. Si vous prenez une fonction qui est holomorphe bornée sur C privé de cet ensemble, elle est obligatoirement constante. C'est-à-dire il est effaçable pour les fonctions holomorphes bornées. C'est pour ça qu'il est connu. Alors, je dis deux mots, parce que c'était mon dada à un moment, donc c'est pour ça que je vais en parler un peu. C'est pas difficile de voir qu'on a envie de se dire, si un ensemble il est petit, il est effaçable, si un ensemble il n'est pas petit, il n'est pas effaçable. Alors, c'est presque vrai, si la une mesure de Hausdorff de votre ensemble est nulle, votre ensemble il est effaçable. C'est une jolie application du théorème de Cauchy. Si la dimension de votre ensemble est strictement plus grande que 1, l'ensemble n'est pas effaçable. Ça, c'est moins trivial, ça utilise le lemme de Frossmann, qui est une caractérisation de ce genre de propriété. Mais ça, c'est pas dur non plus. Je l'ai posé à l'ENS Lyon la même année que Kakeya. Ouais, on était en forme, là. Et donc, la question se pose en dimension 1. Est-ce qu'en dimension 1, qu'est-ce qu'on peut dire? En dimension 1, il y en a qui sont effaçables, il y en a qui ne sont pas. Par exemple, une courbe n'est pas effaçable. Tout ensemble connexe ne sera pas effaçable en dimension. C'est une conséquence du théorème de représentation de Riemann. Et lui, il est effaçable. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ce gars-là et une courbe? C'est que lui, au sens de la théorie géométrique de la mesure, il est purement non rectifiable. Une courbe lipschitzienne, elle est rectifiable. Donc maintenant, je vais parler de rectifiabilité. Alors faites attention à la rectifiabilité, je la fais toujours dans C, je ferai deux, trois commentaires pour vous dire dans Rn comment on modifie. D'accord? Donc je vais parler de théorie de la rectifiabilité. Et ça va permettre de faire la différence entre celui-là et une courbe. Et c'est pour faire plaisir à Antoine, parce que ça intervient dans Mumford-Shire. Dans d'autres problèmes de minimisation, souvent, la rectifiabilité, c'est une des premières propriétés qu'on démontre. Donc, j'insiste lourdement que je reste dans le plan. Donc, je vais dire ce que c'est qu'un ensemble rectifiable. Donc, on dit que E est rectifiable s'il existe des applications lipschitziennes Fj de R dans R2, donc toujours un nombre dénombrable, et un ensemble E0 dans R2 avec mesure de Hausdorff nulle, telle que E, c'est inclus dans la réunion des Fj de R, union E0. Bon. Donc, on s'autorise, on fait de la théorie de la mesure. Donc, la théorie de la mesure, on s'autorise toujours des ensembles de mesures nulles près. Donc, eux, ils ne vont pas nous gêner, mais bon, on va les garder. Et puis, une autre façon de dire ça, c'est que je peux recouvrir E par une union de courbes rectifiables. Donc, votre ensemble, c'est une union infinie, c'est dénombrable. Alors après, il y a toute une théorie, mais ça, si vous allez à la Bible du domaine, que je vous déconseille, c'est le livre de Federer, et on peut faire des trucs avec des non dénombrables ici, alors là, ça devient horrible. Donc nous, on va faire des choses. Donc ça veut dire quoi? C'est un ensemble où vous avez plein de courbes qui se coupent dans tous les sens, puis vous pouvez rajouter par exemple Q.
Donc vous avez ça. Puis vous avez des points, vous avez un ensemble triadique de Cantor qui se promène. D'accord? Alors l'intérêt, c'est qu'il y a une grosse théorie là-dessus qui permet de faire un peu de géométrie différentielle. Par exemple, on peut définir une notion de plan, enfin de tangente. Dans presque tout point, il y a une tangente pour ces ensembles. Donc ici, pourquoi j'ai fait une différence entre ce qui se passe dans R2 et ce qui se passe dans Rn? C'est que vous voyez, j'utilise des ensembles qui... C'est des ensembles qui sont des courbes. Dans Rn, je pourrais prendre des courbes, je parlerai de 1 rectifiabilité, je pourrais prendre des surfaces, je parlerai de 2 rectifiabilités, etc. C'est-à-dire des images d'un... Je remplace, ici je vais dans Rn, et puis là je peux mettre des R1, des R2, des R3, et ça va me donner des ensembles qu'on appelle dérectifiables, suivant le D que j'ai mis ici. Ok, donc c'est... Il y a plein de caractérisations des ensembles rectifiables et non rectifiables, je vais en donner une après. Et puis maintenant, un ensemble, il est purement non rectifiable s'il ne rencontre pas un ensemble rectifiable. Un ensemble de mesures nulles près. Donc E si, quel que soit f rectifiable, l'intersection entre E et F en mesure. OK. Exemple, le Cantor 4 coins, il est purement non rectifiable. Et en fait, la propriété d'effaçabilité, elle est équivalente au fait d'être purement non rectifiable. C'est un théorème de Guy-David, sous la condition que l'ensemble est de mesure finie. Ce n'est pas un théorème très simple. Ça utilise de l'analyse harmonique qui peut paraître surprenant. Je peux juste essayer de vous convaincre que quelque chose comme ça doit être vrai, parce que j'ai dit un exemple d'ensemble rectifiable, c'est une courbe rectifiable. Donc maintenant, vous prenez votre ensemble Cantor 4 coins, puis vous voulez dire, je vais essayer de mettre une courbe, et puis qui va rencontrer beaucoup de points de mon ensemble. Mais la courbe, elle doit être rectifiable. Donc vous allez construire, vous allez joindre vos blocs, puis rejoindre des blocs à l'intérieur, il faut en rejoindre beaucoup. Et puis vous allez voir que vous allez obtenir une série divergente. Bon, ça, c'est avec les mains, mais ça donne un peu l'intuition. Maintenant, je donne une caractérisation des ensembles purement non rectifiables. Donc c'est un théorème, alors, je pense qu'il est dû à Bezikovitch. Vous prenez un ensemble E dans R2. Il est purement non rectifiable si et seulement si presque toutes ses projections sont de mesure nulle. Donc E donc Pθ, c'est la projection dans la direction θ. Donc pour presque tout θ, alors vous prenez dans 0π, peut-être pas. Alors, on est dans R. Donc ce que je dis, est-ce que ça va? C'est-à-dire, vous prenez les projections dans la direction θ. Pour presque toute direction, vous obtenez des ensembles de mesures de Lebesgue nul. Et ça caractérise le fait que c'est purement non rectifiable. Ça va ou... Donc c'est pas du tout évident à voir, ça vous dit... Alors ce que je prétends, c'est que l'ensemble de Cantor 4 coins, il vérifie ça. Ça veut dire qu'essentiellement, il est invisible dans presque toutes les directions. Alors, je voulais vous faire la démonstration, mais je me rends compte que, en fait, dans les notes, j'ai donné une démonstration. Alors, je me suis rendu compte que je crois qu'il y a 2-3 patacasses, mais
c'est dans cette démonstration, elle est relativement simple. Elle est prise dans American Mathematical Society, le Monthly. Donc, elle est complètement détaillée et c'est assez simple. Hein. Ça utilise juste. Si vous regardez les projections, ce sont si vous prenez la projection dans une direction θ, c'est lui-même un ensemble autosimilaire. Mais c'est un ensemble autosimilaire de R. C'est plus simple au niveau de la combinatoire. Et puis, on essaye de s'en sortir. Je vous conseille de regarder cette démonstration. C'est simple et c'est vraiment assez joli. Je ne retrouve plus le truc pour effacer. Il est tombé. Hein. Bon. Je ne sais pas comment on fait pour aller derrière. Bon. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, maintenant, je vais utiliser l'ensemble de Cantor 4 coins pour construire un ensemble de Kakeya. Mais il va posséder une droite dans chaque direction carrément. Et pas qu'un segment. Ça ne sera que des droites. Il y aura des droites partout. Bon. Je vous explique comment on fait ça. Je retrouve mes notes pour utiliser toujours les mêmes notations. Donc, c'est un espèce de ce qu'on appelle, c'est un principe de dualité. Donc, on va noter L de A et de B. C'est la droite d'équation Y égale A plus BX. OK ? Et puis maintenant, si je me donne un ensemble de R2, je peux considérer les droites qui sont paramétrées par cet ensemble de R2. Donc si je me donne un F dans R2, je vais définir L de F. C'est l'ensemble c'est la réunion, je vais écrire comme ça, des droites L de AB quand AB décrit F. Donc ce que je prétends, c'est si je choisis bien F, j'ai gagné. D'accord ? Donc il y a une première condition sur F. Vous vous rappelez, F, il doit avoir une droite dans chaque direction, puis il doit être de mesure nulle. Donc construire des droites dans toutes les directions, ce n'est pas dur, il suffit que la projection de F sur l'axe des Y, c'est R. Donc on doit avoir la projection de F, c'est R. Et puis maintenant, il faut que mon ensemble, il soit de mesure nulle. Donc je cherche des conditions comment ? Si la projection de mon ensemble F, c'est R, c'est que j'ai tous les B possibles. Bon, évidemment, je n'aurai pas tous les B possibles dans un premier temps. Ça va être comme tout à l'heure, on va faire des petites rotations. OK, maintenant j'ai presque fini. Théorème. Prenez E dans R2. Purement non rectifiable. Bon, il y a un truc. Il faut supposer que c'est un truc technique, c'est que toutes les caractérisations des ensembles rectifiables nécessitent qu'on travaille avec des ensembles de mesures finies. Donc si je veux appliquer le théorème de tout à l'heure, il faut que je fasse. Bon, laissez tomber, si vous voulez. Ben, la condition, c'est que sous ces conditions, L de E est une mesure de Lebesgue nulle.
Alors. Bilan. J'ai gagné, presque. Il suffit que je trouve un ensemble purement non rectifiable, dont les projections, c'est sur l'axe des Y, ça soit R. J'ai un candidat. Donc je prends mon ensemble de Cantor 4 coins. Vous voyez, évidemment, si vous prenez une projection au hasard, vous n'obtiendrez pas un intervalle. Mais il y a une projection qui va vous donner un intervalle. Donc vous grossissez un peu votre ensemble de Cantor, vous lui faites faire une rotation, et la projection sur l'axe des Y, ça vous donne moins 1. Donc maintenant, vous avez un ensemble qui possède des droites avec comme coefficient directeur, tout coefficient directeur entre moins 1 et 1, et qui est de mesure de Lebesgue nulle. Vous faites une rotation et vous obtenez ce qu'il vous faut. OK ? Pourquoi la projection sur un... Alors, c'est pas exactement... ça doit être un truc comme ça. Il faut qu'ils les alignent. Il faut vérifier. Il y a un truc où c'est tout aligné. Non, c'est presque ça. Je suis nul en dessin. Enfin bon. Le truc est comme ça. Oui, c'est bon. Mais tu peux montrer. Il faut que ça aligne, si tu veux, les coins. Il faut aligner les coins et je ne l'ai pas fait. Voilà, parallèlement, c'est ce que j'ai pas fait. C'est ce que j'ai pas fait. Non, c'est pas exactement pi sur 4, c'est je ne sais plus quelle valeur. Mais ça s'aligne. Non, ça marche. Pas de problème. Je voudrais peut-être expliquer pourquoi ça c'est vrai. Parce que ça, c'est pas dur. Ouais, mais ça, c'est de la géométrie élémentaire. Donc c'est juste un truc, c'est... Alors pourquoi ça c'est vrai ? Je vais utiliser... Ouais, je dirai après. Et puis j'ai une autre conjecture sur cet ensemble que je voudrais dire 2 mots. Donc maintenant, si C est dans R, j'appelle L de C, c'est la droite X égale C. Et ce que je veux faire, c'est un lien entre ce que j'ai appelé... Pardon, là c'est des E. Je veux faire un lien entre E et L de E. Donc E, si je me donne une direction θ, je sais que H1, donc j'ai mon ensemble, je vais écrire comment. Donc c'est dû à la propriété suivante. Quel que soit θ, si C égale tangente θ, L1 de L de F inter L de C égale 0, c'est équivalent à demander que la projection dans la direction θ de F soit 0. Et c'est de la géométrie élémentaire. Vous calculez les produits scalaires. Bilan. Pour presque tout θ, si mon ensemble vaut ça, pour presque tout θ, ça vaut 0. Donc pour presque tout C, cet ensemble, quand il traverse une droite, il le fait avec un ensemble de mesures nulles. Fubini me dit que ça fait un ensemble de mesures nulles. Et ce que je dis, c'est que ça c'est facile. Hein. C'est 2 lignes de calcul avec des produits scalaires. Et c'est ce que Bezikovitch a trouvé, appelé ce qu'il appelle la méthode par dualité. Alors, juste pour dire ce que je vais faire demain, c'est que l'histoire n'est pas finie, évidemment. La question, c'est est-ce que vous pouvez construire des ensembles de Kakeya, mais très petits. Très petit veut dire de dimension de Hausdorff plus petite que 2. Réponse, non. Obligatoirement, un ensemble qui possède une droite, c'est-à-dire ce que j'appelle un ensemble de Bezikovitch, est obligatoirement des dimensions de Hausdorff 2. Et je ferai la démonstration parce que c'est simple, mais ça utilisera ce principe de dualité.
Donc ça ne me prendra pas trop de temps. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le problème de Kakeya? C'est vous mettez dans Rn. Il y a des ensembles qui possèdent une droite dans chaque direction. Il y en a qui sont de mesure de Lebesgue nulle. Vous faites Rn-2 croix un ensemble de Kakeya que j'ai construit. Est-ce qu'ils sont obligatoirement de dimension n? Je ne sais pas. On ne sait pas. La meilleure borne, c'est n-1 sur 2 ou quelque chose comme ça. Par Bourgain. C'était amélioré en dimension 3 par Tao. Puis là, je ne suis pas sûr que quelqu'un continue de travailler sur cette question parce que je crois que c'est trop dur. Alors, donc je raconterai que ça a un lien avec ce qu'on appelle la fonction maximale. Donc je ferai peut-être des rappels sur ce que c'est que ou vous définirez ce que c'est que la fonction maximale de Hardy-Littlewood. Puis je ferai celle de Kakeya. Et puis je vous présenterai un peu ce qui se passe pour les corps finis. Et si j'ai le temps, je vous montrerai un théorème de Pfefferman, mais qui utilise ça. Alors c'est souvent utilisé, si vous regardez les applications de ça en analyse par exemple, c'est souvent utilisé évidemment pour construire des contre-exemples. Mais pas que. Je voudrais terminer par un problème ouvert. C'est sur mon ensemble de Cantor 4 coins. Alors vous allez voir, le problème est simple et vous allez vous dire, c'est pas possible. Donc vous allez revenir chez vous ce soir et vous allez vous y coller. Mais je vais tout de suite vous dire, que je vais vous expliquer. Donc vous partez de l'ensemble Cantor 4 coins. Vous vous rappelez, on coupe. Donc C, c'est, je l'écris comme une réunion d'abord donc comme ça, puis après je vais chercher la deuxième. Donc C, je peux l'écrire comme une intersection de Cn. C0, c'est le carré unité. C1, c'est où j'en ai gardé que 4. C2, c'est quand j'en ai gardé 16, etc. Maintenant, je vais définir une quantité qui s'appelle Favart. Favart de C, c'est vous intégrer entre 0 et pi la mesure de la projection de C. Ça s'appelle la longueur de Favart. Mais on vient de dire que pour l'ensemble de Cantor 4 coins, ça vaut pour presque tout état 0, donc ça fait 0. OK? Maintenant, ce n'est pas difficile de voir que Favart, ça tend vers 0. Puisqu'ils sont inclus les uns dans les autres. À quelle vitesse? Conjecture. Il existe une constante C telle que, quel que soit n, 1 sur C, 1 sur n, est plus petit que Favart de Cn, est plus petit que C sur n. Ça converge en 1 sur n. Ce qui est connu, ça c'est pas dur. Il faut utiliser des choses que... Il faut utiliser, ça s'appelle l'énergie de Riesz, des choses comme ça. Bon, ça c'est connu. C'est l'autre qui n'est pas connu. Et on en est à des années-lumière. Alors vous dites, mais ils sont bêta les gars, l'ensemble Cn, on sait ce que c'est. Donc vous prenez votre courage à deux mains, un bon tas de feuilles, et puis une fois que vous avez rempli votre poubelle, vous dites, bon, je laisse tomber. C'est complètement connu, hein. C'est complètement ouvert. Il y a eu un moment, les gens se sont excités, et les dernières nouvelles, c'est que l'excitation est retombée. J'ai discuté une fois avec Tao. Tao m'a dit, Hervé, ce problème-là, il est trop dur. Le seul qui peut le résoudre, c'est Bourgain. Donc j'ai arrêté. Je vous remercie de votre attention. Je suis pas sûr d'avoir bien compris le début de l'histoire que tu nous as raconté, où tu nous as dit que
Bezikovic avait vu le problème de Kakeya plusieurs années après avoir résolu son problème à lui. Et il l'avait résolu avec son théorème de fonction Riemann intégrale. Et j'ai l'impression qu'après, ce que tu nous as fait, c'était l'inverse. Donc peut-être que j'ai du mal. Non, 1917, Kakeya pose son problème. En même temps, Bezikovic se pose son problème et il construit. Alors, il se rend compte qu'il suffit de construire un ensemble de Kakeya. Puis il est arrivé, alors on ne sait pas trop, il semble qu'il ait lu un bouquin de von Neumann ou je ne sais pas quoi, où apparaît ce problème de Kakeya, et puis il dit, bon ben, j'ai juste à modifier ma construction. Et puis la construction que je vous ai montrée là, c'est un papier qui date des années 60. Alors si vous voulez, il y a un papier de Bezikovic qui raconte cette aventure, et normalement il y a un film qui existe, qui a été tourné dans les années 60, j'ai jamais réussi à le retrouver, et c'est le premier film qui a été fait par l'Association mathématique américaine, c'est MAA, je crois, c'est ça. C'est le premier film qu'ils ont fait, ils l'ont fait sur le problème de Kakeya, et ils avaient demandé à Bezikovic lui-même de raconter ça. Et il y a dans American Mathematical Monthly, il y a l'article correspondant où il vous explique les cercles, enfin, on peut le faire dans un disque, on peut le faire dans d'autres figures. C'est assez amusant de regarder ce papier. Et après, il y a eu plein de constructions différentes. Oui. Si on a un gros, c'est soit convexe, l'ensemble dans lequel on fait tourner l'aiguille du minimum, c'est le triangle. Alors après, vous pouvez même en faire avec des propriétés topologiques. Il y a un article, encore une fois, dans American Mathematical Monthly, qui est dans la grande référence du domaine, j'ai l'impression, où on construit des trucs qui sont simplement connexes, des choses comme ça. Enfin, on peut s'amuser vraiment à construire, qui ne sont pas si moches, quoi. Donc les gens sont amusés à faire ça aussi après, quoi. À part la possibilité de construire des contre-exemples, à quel genre de mathématiques c'est relié, ce problème de Kakeya? Ah. En fait, au début, j'avais une grande ambition et puis je me suis rendu compte que, il y avait un manque de temps, il y avait parfois un manque de goût de ma part, et surtout un problème de compétences. C'est utilisé, il y a un lien avec ce qu'ont fait Tao et Green sur les entourés des nombres. Mais c'est sur les progressions de nombres premiers. C'est un lien parce que c'est lié à des histoires de combinatoires. Alors, normalement, c'est beaucoup lié, et ça, je voulais en parler, j'ai mis quelques notes à la fin. C'est relié à d'autres domaines des maths, comme l'analyse harmonique. Et c'est ce que je voulais raconter à la fin, c'est le contre-exemple de Pfefferman sur ce qu'on appelle le problème des multiplicateurs du disque, ou de la boule. C'est lié aux inégalités de Strickhardt. Donc, les inégalités de Strickhardt, c'est pour l'équation des ondes, c'est des inégalités d'énergie. Et c'est un lien avec... En fait, c'est assez amusant parce que donc il y a ce problème de Kakeya. Il y a un problème qui s'appelle le problème de restriction en analyse harmonique. C'est-à-dire on regarde les transformés de Fourier qu'on regarde de façon... on se restreint à des hyperplans ou à des variétés. Et on regarde comment ça se comporte. Il y a avoir des inégalités de Strickhardt optimales en un certain sens pour l'équation des ondes. Et tout à imbriquer. C'est-à-dire, si vous faites un progrès quelque part, vous faites un progrès ailleurs. C'est-à-dire, ce que j'ai dit, c'est que ça permet d'avoir des contre-exemples, mais aussi faire des progrès sur Kakeya. Je raconterai ça demain un peu. On fait des tubes de Kakeya, et c'est là où, grosso modo, c'est là où vont bouger les ondes. Et donc, si on comprend mieux le problème de Kakeya, c'est-à-dire comment s'imbriquent ces tubes, on aura des bonnes estimées pour l'équation des ondes. Donc, c'est très bien raconté dans un article de Tao, au Notices of the AMS. Il raconte ça. Alors, le problème de ce domaine, c'est que c'est très vite, très, très technique. Oui ? Oui, si on fait simplement glisser l'aiguille tangente à une courbe, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on peut obtenir un ensemble asymptique? C'est-à-dire, donc on arrive à le retourner, puis ensuite on le translate, donc comme vous avez dit, translater, ça coûte 0. Est-ce qu'on arrive à faire mieux qu'avec le cercle?
Ah bah oui, j'imagine. Le cercle, c'est pas très bon. Oui, c'est pas terrible. Là, Ça dépend quel cercle. Après, il faut l'écrire. Le problème, c'est qu'il faut l'écrire parce qu'on peut imaginer. Il faut l'écrire. C'est ça qui est un peu gênant, c'est dans ces solutions-là. L'air de la couronne, j'imagine, avec le... Ouais. Ça fait un truc comme ça. Hein. et alors on peut pas arriver à faire quelque chose de critique avec le cercle ici. Bon, on fera un calcul. Il faut faire le calcul. Je pense que c'est pas. Après, il y a d'autres solutions, mais. Une petite question. Donc, au départ, comment est-ce qu'on peut démontrer, comment est-ce qu'on démontre simplement qu'il n'existe pas d'ensemble de mesures nulles dans lequel on puisse faire le tour? Parce que, effectivement, l'inf c'est 0, mais pourquoi est-ce que c'est pas atteint? Les ensembles de KKIA, tu ne peux pas les parcourir continuellement. Enfin, quelle hypothèse d'abord? Non, alors il faut faire un tout petit peu attention. Oui, bah justement, parce que les images, le truc. Non. Parce que j'ai squeezé un tout petit peu dans ma construction. Si vous regardez les notes que j'ai faites, j'ai commencé par construire ce que je vous ai montré. Puis après, j'ai repris ma construction. Il faut que je construise des ouverts. Et donc là, je suis obligé d'avoir de l'épaisseur. Et c'est ça qui me permet effectivement de bien pouvoir passer de l'un à l'autre. Mais alors après, démontrer... Plus théorique, effectivement, que l'inf soit 0, c'est clair, justement. Mais est-ce que c'est un min? Non, je ne vois pas comment... Est-ce qu'il y a une raison théorique simple qui permet de démontrer que c'est pas 0, que le minimum, enfin que c'est pas un minimum? Non, de toute façon... j'ai pas vraiment défini en plus. Enfin, j'ai pas défini ce que c'était qu'une solution. Justement, c'était un peu impressionnant. C'est ça qui. C'est ça. Est-ce que le mouvement continu, c'est 1, c'est infini, etc. Donc, parce que c'est un peu. Bah là, c'est chaotique quand même un peu. Hein. On n'arrête pas de bouger. Non, je vois pas de. Il faudrait définir proprement ce que c'est. Mais bon, c'est toujours défini comme ça et on se prend pas la tête. Disons que le problème, voilà, ça c'est... Le vrai problème maintenant, c'est cette fameuse conjecture de Kakeya. Donc je ne dirais pas demain, mais évidemment, en dimension supérieure, on pourrait regarder, par exemple, dans R3, des ensembles qui contiennent un plan dans chaque direction. Donc vous pouvez regarder dans Rn, vous avez toute une gamme. Mais il se trouve que... Est-ce que dans R12, je pourrais regarder les ensembles qui contiennent un plan de dimension, ou un translaté d'un plan de dimension 11 dans chaque direction? Ça n'a aucun intérêt, ils sont trop gros. Si K est plus grand que n sur 2, mais la borne n'est pas optimale, obligatoirement, la mesure, elle est non nulle. La borne n'est pas optimale parce qu'il y a un théorème de Bourgain dont j'ai oublié, parce qu'en plus, je crois qu'il est un peu compliqué à énoncer. Comme ce que fait Bourgain souvent. Donc c'est le vrai problème de Kakeya en dimension supérieure, c'est vraiment le même que ce que j'ai énoncé là. C'est sur la dimension. Oui? Une question qui est sûrement idiote. Au tout début, quand on a le triangle d'équilibration, on coupe en deux, on fait glisser une des moitiés. Alors dans la nouvelle figure obtenue, on peut prendre une aiguille et puis on peut la mettre dans toutes les directions. Et il me semble qu'elle est de longueur plus petite. Ou alors j'ai pas bien compris. Non mais là j'ai gagné. Oui, je suis d'accord qu'on a gagné en surface, on a besoin de quelque chose de plus petit, mais parce qu'une aiguille de même taille arrive à prendre toutes les directions dans la nouvelle figure. C'est ça que j'ai l'impression que je ne le vois pas. Quand on fait glisser. De toute façon, ce que j'ai dit, c'est que je m'en fiche parce que après j'utilise des translations qui ne me coûtent rien. Donc je peux faire passer d'une partie du triangle d'un triangle à l'autre. J'ai... Dans le triangle équilatéral, si on prend l'aiguille dont la longueur est égale à la hauteur du triangle, elle peut prendre toutes les positions, toutes les directions. Mais là, ce que je dis... La hauteur, c'est 1. Donc, Est-ce qu'une aiguille de longueur 1 peut prendre toutes les directions dans la figure? Oui. J'imagine que je peux faire ça, et puis revenir là, et du coup, j'ai fait une...
Je crois que la question, c'est pourquoi la translation ne coûte rien, en fait. Ah bah si, ça. Alors, quand je fais les translations ici, il y a des paramètres. Hein. Et en fait, il faut essentiellement quasiment les faire chevaucher quasiment complètement. Mais on n'a pas le droit de les faire. Bon, il y a un petit calcul. Après, pour les translations, hein, c'est juste, je fais ça, un petit angle, je fais ça, et puis après, je ramène. Donc ça va coûter peanut. Je ne cherche pas à faire dans la figure que j'ai tracé des triangles. Je fais passer d'un triangle à un autre, en passant par des translations. Oui, c'est... Tant qu'on avance parallèlement. Est-ce qu'on a une idée du diamètre d'un ensemble en fonction du epsilon? Est-ce qu'on a une idée du diamètre de cet ensemble? C'est une autre question. Oui. Parce que là, on a l'impression que le diamètre va augmenter avec plus epsilon est petit, plus on est obligé d'aller loin pour faire la translation. Oui, probablement, oui. Oui, mais ça coûte rien. D'accord, non, mais ton mouvement d'aiguille, effectivement, tu vas lâcher, puis après. on est d'accord, mais ça peut. Ça peut aller loin. Moi, à la limite, à la fin, c'est que ça va être un truc compact parce que de toute façon, je vais faire un nombre fini de transformations. Donc, Non, mais ce serait joli, par exemple, si on était capable, ça pourrait être joli de pouvoir le faire dans un domaine restreint. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont dû le faire. Mais là, c'est vraiment le truc de base. Il y a eu plein d'autres constructions, comme je l'ai dit, hein, on essaye de mettre des propriétés topologiques sur l'ensemble, etc. Vous pouvez même voir, mais ça, je n'ai pas bien compris, il y a des images d'ensemble de Bezikovitch qui sont disponibles. Je n'ai pas bien compris pourquoi c'était des ensembles de Bezikovitch, mais si vous avez peut-être un meilleur œil que moi. Donc il y en a qui ont essayé de représenter. Bah oui, c'est peut-être fait dans le film de Bezikovitch, mais il faut le retrouver. J'ai une question. Je ne sais pas si quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites que la dimension de Hausdorff d'un ensemble de Kakeya, ça va être 2. C'est ça? Et donc ça veut dire que la mesure deux-dimensionnelle de Hausdorff d'un ensemble de Kakeya, elle va être entre 0 et infini. Non, parce que la définition de mon ensemble de Kakeya, c'est qu'il est exactement de mesure nulle. Non, oui, mais moi, je croyais que quand on a un ensemble borné, sa mesure de Hausdorff est strictement positive et strictement inférieure à la... Non, ah non, c'est pas une mesure de radon. Non, c'est ce que j'ai expliqué. Quand on est à la dimension de Hausdorff, on peut être l'infini, 0 ou entre les deux. Là, et si l'ensemble est borné, ça ne donne pas une égalité stricte, non? Pas du tout. Alors, je ne pourrais pas vous donner H1 du Cantor 4 coins, c'est racine de 2 sur 2, je crois. Ça se calcule. Ah, il se calcule aussi, le H1. Oui. En fait, c'est apparu dans un... C'est sa vraie longueur. Non, alors, c'était apparu quand Garnett a démontré que cet ensemble était effaçable. Il disait, on voit bien que c'est un ensemble de dimension 1, et puis que sa mesure était... Et là, il y a un type qui a râlé, parce que le type avait passé 5 articles pour calculer ce que ça valait, la valeur exacte. Donc, il a dit à Garnett, c'est pas aussi simple, il faut que tu cites mes articles, parce que j'en ai bavé. Donc, on peut calculer ce que ça veut. Je ne sais plus si c'est racine de 2 sur 2 ou racine de 2. On peut calculer la valeur exacte.